Hello, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui revient peut-être souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle normal? Bon, on connaît beaucoup de mythes autour du cycle, la durée du cycle, l'ovulation qui doit être à jour 14. Donc aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est en fait un cycle normal? Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah, qui est naturopathe et conseillère en symptothermie. Donc, je vais l'inviter. Bonjour Sarah, Bonjour Muriel, comment ça va? merci bien et toi? Ça va bien, merci. Alors attends, je vais te régler un petit peu le petit micro. Hop, voilà, c'est bon. Nickel, on te voit, on t'entend, il n'y a pas de souci. Génial. Donc voilà, aujourd'hui on parle du cycle normal, enfin plutôt qu'est-ce que c'est justement un cycle normal? C'est une question souvent qui est récurrente parce que finalement on a des idées un petit peu reçues sur le cycle. C'est Donc vrai. peut-être pour commencer, mais qu'est-ce que c'est un cycle déjà? Oui, c'est un bon début parce que même sur cette question-là, ça se pose souvent quand on démarre la symptothermie. Donc un cycle de base, c'est tout simplement une période de règles suivie d'une phase préovulatoire, une ovulation, une phase post-ovulatoire. Donc un cycle, c'est égal à une ovulation. Tout simplement. Déjà, ça, c'est le départ. Donc déjà, l'idée de dire qu'il y a des cycles anovulatoires, c'est un peu aberrant, parce que C'est un ça. cycle, ça part du principe qu'il y a une ovulation. Exactement. Par contre, un cycle peut être très très long et entrecoupé de saignements qui peuvent ressembler à des règles. Et quand on ne connaît pas cette règle de base qu'un cycle c'est une ovulation, on peut croire qu'on a un cycle anovulatoire, donc sans ovulation. En fait, c'est juste que le cycle est encore en cours et que l'ovulation va arriver plus tard, tout simplement. Voilà, exactement. Et donc, pour en revenir aux bases, donc voilà, on a parlé du cycle normal, mais enfin, du cycle tout court, hein, et donc le cycle normal, si on peut parler de normalité, qu'est-ce qui rentre, comment est-ce qu'on peut un petit peu définir cette normalité, ce cycle normal, ou ce Alors là, on va cycle? rentrer dans des chiffres, hein, du coup, pour donner une petite idée de ce qu'est la norme. Alors là, on parle d'une norme statistique, hein, pas d'une norme individuelle. Donc, on peut avoir des variations dans cette statistique et autour de cette statistique. Donc, on considère un cycle normal quand sa durée varie entre 23 et 35 jours. Donc, à partir de 23 jusqu'à 35, médicalement, c'est considéré comme normal. Il faut savoir que le fameux cycle de 28 jours qu'on apprend dans la scolarité, hein, ça correspond qu'à 13% des femmes. C'est pas beaucoup, hein. Donc, si Vraiment pas. votre cycle ne fait pas 28 jours, aucune inquiétude, vous faites partie de 87% des personnes menstruées. Potentiellement, c'est normal. La grande majorité, en gros. C'est ça, exactement. On considère aussi que ce cycle il est normal si sa durée varie de moins de 6 jours. Donc soit 6 jours, soit moins sur une année. Donc par exemple, si sur une année on a eu un cycle qui a fait 29 jours et un cycle qui a fait 35 jours, que c'est nos deux extrêmes sur l'année, c'est considéré comme normal parce que cette variabilité, elle fait partie du cycle. Est-ce que c'est clair jusque-là? Absolument. C'est tout à fait clair. Alors on Donc va ça y a quand même une certaine marge et ça peut peut-être un peu enlever la pression qu'on peut avoir, hein, que certaines femmes peuvent ressentir justement en se disant, oh, mon Dieu, j'ai mes règles qui arrivent là 2 jours plus tard, ou elles sont pas encore arrivées. Enfin, tout ce stress, alors qu'en fait, c'est assez, voilà, la normalité est assez souple. Et c'est surtout sur la durée qu'on peut regarder vraiment s'il y a vraiment des gros écarts ou s'il y a des grosses irrégularités. Mais voilà, en fait, il n'y a pas on n'est pas des horloges. exactement, on n'est pas des robots. Il se passe plein de choses dans notre vie et le cycle, c'est pas une priorité vitale, donc c'est toujours lui qui varie pour s'adapter au reste. Et ce qui peut être intéressant, justement, quand on s'observe, c'est d'essayer de repérer ce qui le fait varier en durée. Absolument. Donc, ça demande vraiment de l'observation pour découvrir qu'est-ce qui peut causer en fait cette irrégularité s'il y en a une. C'est ça, exactement. Ouais. Qu'elle soit dans la norme ou pas d'ailleurs, hein, dans ces 6 jours ou plus. Tout à fait. Mhm. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critères donc pour le coup, donc quand on parle de cycle régulier, qu'est-ce qui rentre encore dans cette norme, on va dire, entre guillemets?
On va parler des règles, parce que pour le coup, c'est souvent la première chose à laquelle on pense, hein. Donc, une durée de règles considérée normale, c'est de 2 à 6 jours. Alors, selon les écrits, ça peut être de 2 à 6 jours ou 3 à 7 jours. Donc, ça laisse une petite marge aussi. Bien évidemment, là, on va aussi parler de l'abondance, hein, parce que des règles de 6-7 jours qui sont très abondantes, ça va pas rentrer dans la norme. Mhm. L'abondance des règles qu'on considère normales, c'est à peu près une tasse à expresso, tu vois, les mini tasses à café. Donc, ça fait entre 50 et 80 millilitres, répartis sur la totalité de la durée des règles. Donc voilà. Donc, si vous avez un doute sur l'abondance de vos règles, il y a un test, hein, qui sert à évaluer ça. C'est le score de IGAM. Éventuellement, si tu veux, on mettra un lien peut-être dans le texte associé avec ce live Mhm. pour que les personnes puissent le trouver. Voilà, c'est un test qui se fait très facilement en calculant soit le nombre de protections menstruelles en fonction du remplissage, soit si vous utilisez une cup ou si vous faites du flux libre instinctif, qu'on peut évaluer facilement en mettant dans un petit verre doseur, hein, très basiquement. Mhm. Donc, voilà, on calcule un score et selon ce score, on sait si les règles sont considérées normales ou pas, sachant que ça n'a de valeur que quand c'est fait 3 cycles de suite, parce que bien évidemment, là aussi, il peut y avoir des variations d'un cycle à l'autre. Voilà. Oui, c'est bien que tu le rappelles, je pense, parce qu'on n'est pas à un cycle près. Je pense que c'est toujours important d'avoir un petit peu de recul, Ouais, parce qu'on peut justement avoir un cycle où on est un peu chamboulé, donc du coup, ce cycle-là ne va pas être représentatif, forcément. exactement. Soit en trop, soit en pas assez par rapport à votre norme à vous. Mhm. C'est ça. Mhm. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de l'ovulation aussi? Parce qu'on a souvent beaucoup de préjugés sur cette ovulation. Oui, oui, très volontiers. On est Ouais. toujours sur ce. D'ailleurs, j'ai demandé à une de mes clientes toutes jeunes qui n'a pas encore 14 ans, donc elle démarre avec la symptothermie. Et elle m'a bien confirmé qu'à l'école, c'était encore ce qu'on enseignait. Donc voilà, donc c'est le cycle de 28 jours avec l'ovulation un jour 14. Donc c'est encore, je ne sais pas si c'est dans les livres scolaires ou c'est en tout l'éducation sexuelle, ou en tout cas, voilà, ça, le message continue. Oui, on continue à transmettre de notre côté aussi. Donc cette fameuse ovulation. Déjà, il faut savoir que ça prend pas très longtemps l'ovulation. Ça prend entre 3/4 d'heure et 1 heure et quart. Donc on va arrondir à 1 heure. Donc c'est assez court. Donc quand on a les sensations d'ovulation, ça dure pas plus d'1 heure. Sinon, ce qu'on sent, c'est le avant ovulation ou éventuellement le après. Parce que l'ovule, il est dans un follicule, hein, tu sais, qui grossit, qui devient très très volumineux potentiellement juste avant l'ovulation, qui peut faire à peu près en moyenne 2 cm de diamètre. Donc ça, on peut le sentir pendant plusieurs jours. Mais la sensation d'ovulation, elle dure rarement plus d'1 heure, souvent c'est plutôt une demi-heure déjà. Et donc, la durée de survie de l'ovule, parce que ça c'est souvent la grande question, hein, quand on cherche une contraception naturelle, c'est en moyenne 18 heures. Donc une fois que l'ovule est sorti de l'ovaire, s'il n'y a pas eu fécondation dans les 18 heures, il est résorbé par les trompes et c'est réglé. Il n'y a plus de risque de conception, plus de risque de grossesse. Et donc, la durée entre l'ovulation et les règles, elle aussi, elle est variable en fait. Alors, elle ne varie pas énormément. On considère qu'elle est normale quand sa durée est entre 10 et 16 jours. Donc, si c'est en dessous, potentiellement, c'est pas suffisant si on est en recherche de grossesse. Si c'est au-dessus, voilà, peut-être qu'il y a une problématique X ou Y, ça vaut la peine de vérifier. Là aussi, si c'est à chaque cycle pendant un certain nombre de cycles, hein, on ne va pas se poser des questions ou s'inquiéter si ça arrive qu'une seule fois. Une seule fois, c'est potentiellement normal. Donc cette histoire de 14 jours entre l'ovulation et les règles, bah, c'est pas très valable. Et c'est pour ça que la fameuse méthode Ogino, la méthode du calendrier, hein, qui était très utilisée dans les années 70, elle n'est pas efficace du tout. Parce que cette méthode, elle consistait à se considérer infertile à partir de 13 jours avant la date estimée des règles. Sauf que maintenant, on sait que la durée de cycle, elle peut varier, donc les règles n'arrivent pas toujours quand on s'y attend. Et qu'en plus, cette durée de 14 jours, donc 13 jours infertile, elle n'est pas valable pour tout le monde. Donc la méthode Ogino, il faut savoir que sa fiabilité, c'était, en gros, ça donnait 25% de risque de grossesse, sachant que 25%, c'est la probabilité de grossesse à chaque cycle de base. Donc ça ne marchait pas du tout. Voilà. Donc c'est important de savoir voilà, que cette histoire de 14 jours, ça ne marche pas, que c'est 10 à 16 jours en moyenne, et qu'en plus, chez une même personne, on peut avoir une variabilité de 2 à 3 jours. Et ça aussi, c'est normal. Donc pour les Ça cycles qui rassure, varient ça de plus rassure, mais en même temps, c'est,
Ouais, C'est un peu magique dans le sens où effectivement c'est plus facile de dire bah ouais, l'ovulation est à jour 14, on a un cycle de 28 jours, ça met un cadre. Or effectivement c'est beaucoup plus intéressant, mais du coup ça demande forcément d'être plus attentive ouais. quand on souhaite suivre son cycle. Mais ça permet aussi peut-être de décompresser, de se dire bah voilà je dois pas rentrer dans ce cadre-là et c'est tout à fait ok. Oui, se dire que bah c'est ok en fait, tout marche bien et ça va. Et puis c'est même sain en fait parfois que le cycle varie en durée parce qu'il y a des bonnes raisons physiologiques en fait, hein. Donc c'est ok, c'est potentiellement normal et ça veut même dire potentiellement que le corps sait gérer les priorités. Donc c'est bon signe tout simplement. Mhm. Oui, il y a une intelligence, il y a une intelligence du corps. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, je parlais de la variabilité du cycle, parce qu'on a vu qu'un cycle peut être considéré normal quand il a une variabilité de jusqu'à 6 jours par cycle. Donc là, on a parlé que de 2 à 3 jours de décalage pour la phase post-ovulatoire. À l'inverse, donc la phase pré-ovulatoire, elle est très très variable. Donc on peut se retrouver parfois avec des cycles très très longs ou très très courts exceptionnellement, parce que cette phase-là, voilà, elle a une très très grande variabilité. Et j'avais parlé avec toi d'une d'une métaphore, enfin, en se reportant sur les femmes de Cro-Magnon pour un peu comprendre pourquoi c'est aussi variable. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu là pour éclaircir le sujet? Mais oui, volontiers. Je pense que c'est une très très bonne image. Ça permet aussi de comprendre des choses par rapport à notre corps. Super. Alors déjà, il faut savoir que notre société a beaucoup évolué, mais notre corps pas tant que ça. Donc on a encore physiologiquement des réflexes qu'avaient nos ancêtres préhistoriques, hein, concrètement. Donc notre cycle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une priorité vitale, donc ça passera toujours en dernier. Tout simplement parce que le cycle, ça sert à la reproduction, ça sert à la survie de l'espèce. Et la survie de l'individu, donc de soi-même, elle passe tout le temps avant la survie de l'espèce. Donc chaque fois que quelque chose met votre survie en danger physiologiquement, et ben ça passera avant. Donc si on se reporte un peu vers nos ancêtres Cro-Magnons, dans les périodes, par exemple, de fatigue, ou des périodes où il n'y avait pas grand-chose à manger, par exemple peut-être en hiver, en fin d'hiver, ou quand il fallait aller à la chasse, parce que il y avait pas que, je pense pas que les hommes qui allaient chasser le mammouth, peut-être que les femmes elles venaient aussi. C'était pas du tout le moment pour tomber enceinte en fait. Dans des périodes où il fallait marcher tous les jours, avoir une activité physique tous les jours, on n'était pas sûr d'avoir de quoi se nourrir. Techniquement, c'était vraiment pas le moment. Et bien physiologiquement, notre corps a fait que dans ces moments-là, eh ben, on peut repousser l'ovulation à plus tard. Parce que de toute façon, on ne serait pas capable et ça mettrait potentiellement notre survie en danger dans ce genre de conditions. À l'inverse, donc ces hommes de Cro-Magnon, ces femmes de Cro-Magnon, ils avaient des périodes de rassemblement, des périodes estivales où ils voyaient plein de monde. Pour le brassage génétique, c'était intéressant que là, il y ait plutôt une probabilité de reproduction pour la survie de l'espèce. Donc, il fallait qu'à ces moments-là, les femmes elles puissent ovuler plus rapidement potentiellement pour pouvoir justement être enceintes parce que c'était des bonnes conditions, à la fois génétiquement, et puis il y avait des choses à manger, tout le monde était content, entre guillemets. Hein. Je simplifie un peu le truc, hein. Je sais bien que c'était pas si facile que ça. Pour la métaphore, c'est plus simple à comprendre. Ça permettait ensuite d'assurer une grossesse confortable pour cette femme-là, qu'elle survive aussi, et qu'ensuite elle puisse s'occuper de ce bébé qui lui aussi aurait des bonnes chances de survie. Donc si on reporte à aujourd'hui, concrètement, les conditions qui peuvent repousser une ovulation à plus tard, bah, c'est la fatigue, hein, comme on l'a dit. Et s'il y a effectivement un manque alimentaire, ça peut arriver. Hein. Parfois, on peut avoir des carences, même en mangeant beaucoup, si on ne mange pas des choses qui nous conviennent physiologiquement. Et surtout, ça peut être le stress. Le stress, c'est vraiment une grosse problématique aujourd'hui qui peut beaucoup, beaucoup perturber le cycle. Voilà, et donc potentiellement repousser des ovulations très, très loin. À l'inverse, ce qui peut ravancer des ovulations, bah, c'est par exemple un événement qu'on attend avec impatience, je sais pas, le mariage d'un ami ou retrouver des potes en vacances ou je ne sais quoi. Ça peut ravancer l'ovulation. Et c'est OK, en fait, c'est physiologique. Donc dans ces cas-là, le cycle se raccourcit et pour autant, tout va bien quand même. Est-ce que ça, c'est plus clair avec ça? C'est tout à fait clair, c'est très clair. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ces parallèles en fait. Ça donne vraiment une idée un petit peu plus approfondie en fait de ce fonctionnement et de l'intelligence en fait du corps. Et comme Ouais. tu dis, maintenant on n'est pas menacé peut-être par des bêtes sauvages, mais effectivement on a le stress et d'autres contraintes au quotidien qui font que ça vient impacter, ça peut venir impacter le cycle.
C'est ça, exactement. Et ça veut aussi dire que ça marche bien, que notre corps sait gérer les priorités, parce que le cycle, bah, c'est pas vital en fait. Mhm. Est-ce que être Et capable de dormir, oui. je Voilà. trouve ça, c'est intéressant de voir aussi ça, que le corps, en fait, il va toujours protéger voilà, la femme, enfin, la personne qui, avant, comme tu disais, la survie de l'espèce. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. On est bien fait, hein? Oui, ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose de très, très bien fait. Ouais, génial. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Donc là, on était sur un cycle, voilà, la norme, entre guillemets, avec un petit peu les parallèles avec nos ancêtres. Est-ce que Mhm. tu as encore un petit mot pour la fin ou est-ce que tu as fait le tour? Bah là, c'est vrai qu'on a parlé chiffres. Je trouve que ça pourrait être pas mal de parler un petit peu état du soi pendant le cycle, parce que pour le coup, ça, c'est pas réellement chiffré, mais c'est aussi très impactant et ça fait aussi partie de ce qu'est un cycle normal. Donc, Mhm. déjà, on va parler hormones rapidement, hein, donc pour les personnes qui savent pas, en première partie de cycle, donc entre les règles et l'ovulation, on dit souvent que l'hormone prédominante, ce sont les œstrogènes. Voilà, en deuxième partie de cycle, donc je résume, hein, entre l'ovulation et les règles, on va dire que l'hormone prédominante, eh ben, c'est la progestérone. Alors déjà, il faut savoir que les oestrogènes, on en a tout le temps, juste plus ou moins, c'est tout. Et que le cycle n'est pas que une variation d'hormones qui viennent des ovaires, mais que ça impacte aussi toutes nos hormones de notre corps, parce que les hormones ovariennes impactent les autres hormones et réciproquement. Donc on va avoir des variations, notamment sur les neurotransmetteurs, donc au niveau de la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, au niveau de la dopamine, qu'on appelle le starter du matin, ou l'hormone de la récompense immédiate, et au niveau d'une autre hormone qui s'appelle le GABA, qui est aussi un neurotransmetteur, qui est plutôt calmant. Et donc, en fait, selon les phases du cycle, on aura plus ou moins de ces neurotransmetteurs, de ces hormones-là. Et donc, on va se sentir potentiellement différente dans ces différentes phases. Donc déjà, il faut savoir que pendant les règles, il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas beaucoup d'œstrogènes et de progestérone. Il n'y a pas beaucoup de sérotonine, donc pas beaucoup d'hormones du bonheur, pas beaucoup de dopamine, donc pas beaucoup de starters et d'hormones de la récompense. Par contre, il y a beaucoup de GABA, donc il y a beaucoup de calmants. Donc c'est potentiellement normal de se sentir avec moins d'énergie dans cette phase-là, en fait. Et puis c'est plutôt, je pense, sain aussi si on revient à la survie de l'espèce. T'es pas le moment d'aller cavaler partout et de semer des petites gouttes de sang potentiellement à chaque fois qu'il y avait besoin de fluer, quoi. Donc par rapport si on revient en bête sauvage, voilà, c'est pas terrible de montrer le chemin vers la droite, quoi. Donc voilà, en gros. Oh, Oui, j'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'est une excellente image, hein. Plutôt, moi, je reste dans ma caverne. ouais, ça On garde va dans pas tes yeux. attirer du monde, on va pas. Mhm. Voilà. Ensuite, donc dans la phase préovulatoire, donc entre les règles et l'ovulation, on va sentir l'énergie qui monte. Donc, effectivement, on va voir une montée des œstrogènes. Les œstrogènes, c'est une hormone qui est très dynamisante, qui va donner de l'allant, une envie de sociabilisation, de l'énergie, de la libido, en fait. Tout ça, ça vient en grande partie des œstrogènes, hein. Pas que, mais en grande partie. On va avoir aussi de plus en plus de sérotonine, donc la fameuse hormone du bonheur, et de plus en plus de dopamine qui vont nous aider à nous mettre en route. Donc voilà, donc l'énergie monte, la libido monte, on va s'extérioriser progressivement jusqu'à la phase ovulatoire. Donc c'est beaucoup plus long que l'heure d'ovulation, hein. C'est une phase où on a beaucoup d'hormones, où on va avoir énormément d'œstrogènes, on va avoir beaucoup de testostérone aussi à ce moment-là, beaucoup de sérotonine, beaucoup de dopamine. Donc c'est le moment, enfin les quelques jours dans lesquels la libido va être la plus élevée. Là on revient à la survie de l'espèce, hein. C'est-à-dire que c'était intéressant d'avoir de la libido à ce moment-là pour avoir ensuite une grossesse, etc. En contraception, c'est bien de le savoir aussi. C'est souvent quand on a la libido la plus élevée que c'est plus important de se protéger. Voilà. Et parfois, ça se voit physiquement. Ça, on peut le voir au niveau de la qualité de la peau, au niveau de la qualité des cheveux. Alors, certaines femmes ont de l'acné à cette période-là, mais c'est pas ultra fréquent. En général, on va plutôt avoir une peau de plus jolie qualité, des cheveux plus brillants, etc. Là aussi, c'est en lien avec la survie d'espèce, hein, la reproduction. Ensuite, après l'ovulation, donc quelques jours après, hein, le temps que la transition hormonale se fasse, qu'il y ait beaucoup de progestérone qui viennent, il faut savoir que la progestérone, elle est relativement calmante, hein. Donc, et en même temps, on a une baisse de la sérotonine, une baisse de la dopamine. Donc, l'énergie va plutôt redevenir plus intériorisée. Alors, souvent, on parle de cette phase comme une phase où on va être irritable, où on va être colérique, où on va avoir envie de se cacher dans sa grotte, etc. Mais ça, c'est si on se respecte pas. Tu vois, si on respecte pas le besoin d'intériorisation, on se fait violence, effectivement, ça peut rendre irritable ou d'autant plus irritable.
si on respecte ce besoin d'intériorisation, c'est aussi une phase dans laquelle on va avoir beaucoup plus de créativité. Donc, c'est assez intéressant de le voir sous cet angle-là, tu vois, de profiter, entre guillemets, de nos changements hormonaux, de nos changements de neurotransmetteurs, de se dire, bah là, c'est OK, mon énergie descend, je me sens irritable, bah, si j'allais peut-être plutôt, je sais pas, moi, me balader, dessiner des mandalas, travailler le cuir ou n'importe quoi qui fasse travailler mes mains ou ma créativité, c'est le moment où on va être le plus dans cette énergie-là, en fait. Et c'est intéressant d'en profiter aussi. Voilà. Donc ça fait partie de la norme du cycle, tu vois, les énergies, les états du mois selon les différentes phases. Et je trouve ça bien Super, merci beaucoup. Mais dès 14 ans. oui, je pense on avait abordé un peu ce sujet aussi dans d'autres lives, mais c'est vrai que nos sociétés ne sont pas forcément non plus adéquates justement pour de nombreuses personnes qui ont un rythme de travail assez effréné. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile des fois de gérer justement toutes ces émotions liées peut-être au cycle, ou grande partie au cycle. Et du coup, c'est vrai que ça permet quand même de, quand on le sait, quand on arrive mieux à peut-être à se reconnecter à soi, ça permet peut-être aussi d'être plus, même si on a un travail quand même très difficile ou voilà, qui est très demandeur, mais de prendre conscience de ça et de dire bon bah je m'autorise peut-être là plus de après le travail, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même une prise de conscience pour, en tout cas moi ça l'a été vraiment énorme de se dire on n'est pas que des hormones bien entendu, mais c'est vrai que notre nature cyclique elle a quand même un énorme impact sur nous et si on sait l'écouter, ça permet vraiment d'être peut-être mieux aussi au quotidien, de découvrir d'autres facettes que juste la performance, voilà, je dois être active, etc. C'est ça. Donc voilà. Et au-delà de se sentir mieux, ça peut devenir aussi un super pouvoir au quotidien, hein, quand on peut l'utiliser. Tu vois, quand on peut caler les activités en fonction de l'énergie du moment, en fait, hein. Donc c'est quelque chose de Absolument. super intéressant, hein. Pas juste à ne pas subir, mais qu'on peut aussi potentialiser dans notre quotidien. Parce que Oui, ça c'est fait comme pas. pour les sportifs. Les sportives aussi, hein, quand elles le savent, c'est là la phase peut-être pré-ovulatoire, ovulatoire, où là je peux vraiment faire y aller intensément. Par contre, après, j'aurai un entraînement d'une autre, je vais faire un autre type d'entraînement tout simplement. Donc je pense que ça c'est super Ouais. intéressant. Ouais. Moi, j'anime des ateliers sur justement les super pouvoirs du cycle pour les femmes qui sont indépendantes, donc auto-entrepreneurs, etc. Et pour leur apprendre justement quoi faire comme tâche dans les phases. Et pour le coup, c'est hyper intéressant pour gagner aussi en productivité, tu vois. Donc, on peut Oui, vraiment en bénéficier et l'utiliser éventuellement si on peut se le permettre. Et donc, voilà, plus besoin de subir tout ça. super. Et je pense là aussi, peut-être qu'il faut le rappeler, c'est quand même très individuel, hein, Oui, parce qu'on bien peut sûr. aussi un peu schématiser les différentes phases du cycle, mais ça ne veut pas dire justement que vous n'allez pas avoir de libido en fin de cycle ou même Au pendant vos règles. contraire, Donc, il y a elle toujours, peut il y a monter. toujours des choses différentes hein, qui peuvent se passer, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir aussi chez soi justement comment est-ce qu'on réagit dans quelle phase du cycle. Voilà. Exactement. Et les montées de libido en fin de cycle, c'est assez fréquent parce qu'en fait, à ce moment-là, on a besoin d'endorphine, on a besoin d'ocytocine pour se sentir bien. Et chez certaines personnes, ça fait monter la libido juste avant les règles ou pendant les règles. Donc, c'est super Mhm. intéressant de s'observer soi pour voir comment soi-même, quelle est notre propre norme, tu vois, au-delà de qu'est-ce que c'est un cycle normal, quelle est ma norme à moi, quelle est la norme de chacune d'entre nous. Donc ça, c'est passionnant. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Donc, on est, voilà, le terme normal, encore une fois, il est très, très élastique. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'était des informations très, très précieuses. Et ben, on apprend plein de choses. Donc, n'hésitez pas à contacter Sarah. Donc, on te retrouve de toute manière. Ben, vous pouvez cliquer simplement sur son profil à elle. Sinon, vous pouvez réserver un appel découverte tout simplement en cliquant sur le lien en bio. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez un petit peu découvrir la symptothermie. Et puis, ben voilà, je mettrai encore le lien effectivement là sur le test. Comme ça, vous Super. pouvez. Voilà, comme ça, ce sera tout prêt. Et ben, de toute façon, la vidéo, vous pouvez la revoir, elle reste enregistrée. Voilà, ben, écoute, moi je te remercie infiniment. Je te souhaite une excellente journée. Et merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain live. Merci beaucoup. Bonne journée. Sarah, à bientôt. Au À revoir. bientôt.